Tu te rappelles Tico et ses amis? C'est pas un peu trop ancien pour moi? Non. C'est vrai que son dessin, son ambiance musicale et son style général assez simple font plutôt penser à un animé des années 80 adaptant un roman célèbre du 19e ou 20e siècle. C'est sans doute dû au fait qu'effectivement, la série fait partie du World Masterpiece Theater auquel on doit Perrin Monogatari, Princesse Sarah et Tom Sawyer. Mais Tico et ses amis datent en réalité de 1994 et est une création originale. La seule du World Masterpiece Theater d'ailleurs. Elle n'est adaptée ni d'un roman, ni d'un manga, ni rien. Original, il faut le dire vite. Le concept d'un enfant vivant des aventures avec un cétacé n'était déjà pas nouveau à l'époque, et Sauver Willy, qui met également en scène une orque, est sorti 1 an avant Tico et ses amis, et a eu sa propre adaptation en dessin animé par la suite. Donc on est sur un registre déjà bien rodé. En effet, Tico et ses amis ne prétend pas offrir une expérience inédite et surprenante aux spectateurs, ni un spectacle haut en couleur. Elle met au contraire en scène une aventure convenue mais exaltante autour du monde, vécue par des personnages plutôt simples mais sympathiques, avec quelques rebondissements inattendus spoilés par les titres des épisodes, comme les japonais le font beaucoup, et un dosage convaincant entre le sérieux et la légèreté en fonction des enjeux de la situation du jour. Nonobstant quelques rares gags de fin d'épisode qui cassent un peu l'effet. Sa principale force est d'être plutôt bien ficelé du début à la fin, sa principale faiblesse est de parfois manquer d'approfondissement. J'applaudis quand même son sens de la nuance, assez rare dans les séries ayant pour thème les rapports entre l'homme et la nature. De plus, en dépit de quelques imprécisions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, les personnages sont crédibles et leurs motivations, notamment pour jouer un rôle de gentil ou un rôle de méchant dans l'intrigue, sont généralement complètement compréhensibles d'un point de vue humain. Mais peut-être devrions-nous résumer un peu la série afin de pouvoir développer. Ça va être rapide. Notre personnage principal est Nanami, une petite fille d'une dizaine d'années qui parcourt le monde avec son père biologiste marin, Scott Simpson, et le sidekick mécano de celui-ci, Al qui n'a pas de nom mais qui est sicilien, à bord d'un chalutier appelé le Peperoncino. La mère de Nanami est morte peu après sa naissance et elle n'en garde pratiquement pas de souvenirs. Scott, passionné par les cétacés, vivote de son travail de chercheur indépendant, mais surtout écume les 4 coins des océans en quête de la légendaire baleine lumineuse dont de nombreuses traditions orales partout dans le monde font état. Il s'agirait d'une baleine qui émet de la lumière, d'où son nom. Du côté de la civilisation urbaine, une certaine Benex, la PDG d'un opaque conglomérat industriel aux activités mal définies, a recruté un ancien camarade d'université de Scott, le professeur Lecomte, pour qu'il recherche pour elle du torontium, une substance miraculeuse réputée être sécrétée par certains cétacés. Au pif, la fameuse baleine lumineuse. Donc on a des gentils et des méchants à la recherche de la même chose, ce qui est plutôt pas mal pour une série d'aventures. Ce qui est encore plus pas mal, c'est d'avoir un groupe hétéroclite de personnages d'horizons très différents, afin de produire une ambiance à la Jules Verne. Ainsi, l'équipage du Peperoncino sera rejoint par la jeune héritière d'un richissime mania du pétrole, Cheryl Melville, qui s'incruste à bord du bateau par caprice bourgeois pour vivre une grande aventure, le majordome de Cheryl, James, qui l'accompagne partout où elle va pour lui préparer le thé aux horaires idoines, on est anglais ou on ne l'est pas, et enfin, le fils du professeur Lecomte, Thomas, qui, piqué au vif par les critiques de Hal sur son mode de vie sédentaire... Comment ça, moi j'ai rien dit? Fallait la faire, vous nous auriez reproché sinon. Piqué au vif par les critiques de Hal, le mécano, Thomas décide de fuguer sur le Peperoncino pour y apprendre la vie de marin. La série racontera les aventures du jour de cette bande mal assortie, généralement par mini-arc de 2-3 épisodes, avec en toile de fond la recherche de la baleine lumineuse. Bon, et du coup on n'a pas parlé de Tico, c'est emmerdant vu que c'est le personnage titre. Oui, Tico. Bon, en soi, Tico est une sorte de gadget. Elle, car bien que les personnages en parlent au masculin, c'est une femelle, comme le spoil le générique de Dorothée, elle joue parfois un rôle crucial dans l'intrigue, et certains mini-arcs sont centrés sur elle, mais il aurait été parfaitement possible de faire quasiment la même série sans Tico. Or donc, Tico. Tico est une orque recueillie par Scott peu après sa naissance. À Scott? À Tico, que Nanami apprivoise dès sa naissance. À Tico? À Nanami. C'est pas clair ton histoire. Parce que tu m'interromps tout le temps. De toute manière, l'origine story de Tico, ou plutôt l'origine story de l'amitié entre Nanami et Tico, n'est racontée qu'assez tardivement. Trop tardivement d'ailleurs. On se pose la question pendant beaucoup trop longtemps. Mais bref, Scott a recueilli un bébé orque. Peu après, le même jour en fait, Nanami naît. Ouais, parce que le Scott, la série essaye de le faire passer pour un homme idéal et un père modèle, mais le jour où sa femme accouchait, il bossait au centre de recherche pour sauver des bébés orques. Je sais que c'est important les bébés orques, mais ta femme qui accouche, c'est censé être important aussi. Donc, Nanami et Tico grandissent ensemble, ce qui fait que le super prédateur, totalement acclimaté à la présence humaine, est aussi totalement inoffensif. Tico est d'abord et avant tout une mascotte. Elle sert principalement de caution morale aux héros. Sa présence permet de démontrer visuellement qu'ils sont en harmonie avec la nature et les animaux. Mais Tico joue un autre rôle un peu étrange, qui est de justifier que Nanami ait des super pouvoirs. Car ça sert beaucoup dans le scénario. Alors, faut expliquer ce qu'on veut dire par Nanami a des super pouvoirs.
Elle peut nager très longtemps sous l'eau sans respirer, au point où il lui arrive d'ouvrir la bouche pour parler à voix haute sous l'eau sans que ça ait l'air de lui poser trop de problèmes. Elle peut également supporter les différentes pressions à de grandes profondeurs. Tout ça n'est pas vraiment traité comme une aptitude surnaturelle, d'ailleurs certaines scènes d'action sont axées sur le fait qu'elle a quand même besoin de remonter de temps en temps pour respirer, mais d'une part dans la pratique, ça veut dire qu'elle a de la super force pour nager en profondeur et de la super résistance pour se sentir à l'aise tête nue dans les océans polaires, et d'autre part, elle dit clairement dans l'épisode 1 que les capacités de Nanami sont hors du commun, et les autres personnages reconnaissent que ce qui est normal pour elle ne l'est pas nécessairement pour les autres. Ces aptitudes particulières de Nanami sont importantes pour les scènes d'action, plus importantes que les interventions de Tico. Mais c'est le fait qu'elle ait grandi avec Tico qui est censé expliquer, dans un premier temps, qu'elle nage mieux qu'un champion olympique. Dans un premier temps, vers la fin de la série, il se révèle que Nanami a plus ou moins une connexion mystique à la nature. Ça entre en ligne de compte surtout dans le dernier épisode, mais même avant, elle arrive à entendre les baleines à des moments où les autres humains n'entendent rien. Nanami a une combinaison de caractéristiques un peu semblable à Fifi Brin d'Acier, dans une version plus soft et plus rationnelle. Elle est rousse, ce qui évoque un caractère indomptable, elle est orpheline de mère et a un père qui navigue sur les océans, ce qui sous-entend que sa mère c'est la mer métaphoriquement, et elle a de la super force qu'elle utilise avec insouciance, même si c'est uniquement pour nager. Bon, cela dit, contrairement à Fifi Brin d'Acier, on finit par découvrir qui était sa mère. Elle est censée lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Ouais. Entre ça et la légende de Blanche-Neige, c'est difficile de savoir ce que les animés japonais entendent par ressembler à quelqu'un. Je te l'ai déjà dit, c'est une ressemblance morale. Si tu veux. En revanche, elle n'est jamais comparée à son père. Et celui-ci n'a pas beaucoup de rapport avec celui de Fifi Brin d'Acier pour le coup. Il est très effacé et évanescent pendant une grande partie de la série, au point qu'il y a des scènes entières, notamment dans les épisodes du début, où il reste parfaitement silencieux. Avant que les événements l'obligent à être un peu plus proactif, c'est son sidekick Hal qui joue le rôle du fort en gueule. Il joue surtout l'un des deux rôles comiques, l'autre étant assuré par le majordome de Cheryl. Hal est sanguin et haut en couleur. Son goût pour la chasse au trésor, sa raisonnable cupidité et sa relative avarice servent à toute une série de gags. Je dirais même qu'il s'agit de gags de gros, même si la série, qui est plutôt sage, ne va jamais trop loin dans cette direction. Le rapport de Hal à l'argent a aussi pour fonction de nous rendre crédible le mode de vie de l'équipage du Peperoncino. Les maigres revenus des articles de Scott ne suffisent évidemment pas à assurer la subsistance de 3 personnes. Si leur alimentation est assurée par la pêche, ce sont les activités commerciales un peu calamiteuses de Hal qui pourvoient au reste. Elles servent également de moteur au scénario de certains épisodes. La série a un fil directeur qu'elle ne perd jamais de vue, mais elle n'est globalement pas à suivre, au sens où les arcs qui se succèdent sont indépendants les uns des autres. Contrairement à d'autres séries naturalistes comme Sous les mers, où les épisodes tournent presque toujours autour d'une découverte zoologique, archéologique ou les deux, Tico et ses amis proposent des aventures assez diversifiées. Il peut aussi bien être question d'une chasse au trésor que de gérer une catastrophe sur le Peperoncino, de chercher des papillons sur une île déserte dangereuse que de mettre fin à un trafic d'armes, ou encore d'empêcher une bande de promoteurs immobiliers véreux de raser un village sicilien. Dans ce contexte, les résumés d'épisodes précédents sont plutôt superflus quand on change d'arc. Pourtant, par moment, il y en a un. Est-ce que c'est parce qu'il y en a toujours un en VO mais qu'ils ont oublié de le retirer en VF de temps à autre ? Ces mini-arcs sont inégaux. Certains paraissent complètement sans intérêt, d'autres sont au contraire essentiels quoique tardifs dans la série, comme celui où Nanami fait un pèlerinage avec son père sur l'île japonaise natale de sa mère. D'autres encore sont un peu bizarres. Le coup de la famille qui veut adopter Nanami parce qu'elle leur fait penser à leur fille décédée, c'est étrangement semblable à l'une des anecdotes inventées par la série Perrin Monogatari par rapport au roman en famille dont elle est adaptée. Est-ce que c'est un cliché d'animé japonais un peu ancien ? Ça c'est rien. Malgré l'hétérogénéité générale de la série, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'épisode du stagiaire de 3ème. Un épisode d'épouvante sur un vaisseau fantôme avec une morale sur le fait que les bateaux sont sensibles à l'affection et au respect qu'on a ou pas pour eux. C'est mieux ou pire que l'apparition d'aliens dans le petit dinosaure ? Joker. Je sais bien que c'est pas forcément étonnant d'avoir ce genre de considération un peu animiste dans une série japonaise, One Piece se permet d'aller bien plus loin dans ce registre. Mais quand même, dans une série naturaliste, ça surprend. Bah, c'est pas comme si c'était une série 100% rationnelle. Même en ignorant les super pouvoirs de Nanami, je te rappelle qu'on a droit à une fin à la « Il était une fois l'espace » où elle rencontre Dieu, donc bon... Puisqu'on mentionne la fin, ça vaut la peine d'évoquer la structure de l'intrigue principale. Elle est en 2 grandes parties, une première qui se termine au pôle Nord, une deuxième qui se termine au pôle Sud. Quand on vous dit que c'est bien ficelé. Tico joue un rôle de premier plan dans cette structuration. Nous vous avons dit que le générique spoilait que c'est une femelle. Vous vous doutez que ça ne peut avoir qu'une seule fonction. Vers le milieu de la série, Tico met au monde un bébé, de sexe indéterminé celui-là, que les héros baptisent Junior. La gestation d'une orque durant plus d'1 an, Tico a vraisemblablement été fécondé avant le début de la série, et les personnages ne formuleront aucune hypothèse sur les circonstances dans lesquelles ça lui est arrivé alors qu'elle voyage constamment avec le Peperoncino. Bref, Tico a un bébé que Nanami a initialement du mal à apprivoiser. Puis, spoiler aisé à deviner quand on constate que le générique montre des images d'épisodes qu'on n'a pas encore vus et où il n'y a qu'une orque, Tico meurt en se sacrifiant pour sauver les héros. Son enfant, Junior, prend alors le nom de Tico tout court.
Si vous tombez sur un épisode du début et un épisode de la fin, vous n'avez aucun moyen de savoir que c'est pas le même Tico. La série fait parfois exagérément comme si c'était toujours le même Tico. Mais la mort de la première Tico est traitée avec toute la gravité nécessaire. Et permet dans cette série qui jusqu'à présent était très douce et très joyeuse, de montrer que l'intrigue peut devenir sérieuse et grave quand il faut. Les émotions liées à ces événements sont explorées sur plusieurs épisodes et avec une rigueur tout à fait remarquable. Comme elles servent de prétexte à faire un mini-arc sur le rapport ambigu de Nanami au fait d'avoir perdu sa mère très jeune, la mort de Tico a également l'avantage d'être l'occasion de donner de la profondeur au personnage de Nanami. Ce qui est bienvenu, sachant que c'est notre personnage principal et qu'elle n'est pas assez fofolle pour être Fifi brin d'acier à 100%. Donc le sacrifice de la première Tico est loin de n'être qu'une anecdote. C'est juste que passé ce point, Junior est traité comme s'il était le Tico d'origine. Au point que quand un figurant qui connaît Scott depuis des années l'aperçoit et demande si c'est bien Tico, on lui répond oui, mais sans préciser que c'est pas le Tico qu'il a connu. La série est capable d'aborder des sujets sérieux de temps à autre, même si elle ne les traite pas toujours avec la même gravité. Mais la démonstration qu'elle nous fait, avec la mort de Tico, de sa capacité à entrer dans le registre de la tragédie et du drame, est essentielle pour nous préparer en amont à l'extrême brutalité de la scène d'action finale qui, dans un dessin animé aussi mignon, est très choquante. C'est choquant parce que les méchants principaux sont eux-mêmes, plutôt doux. Bon, Benex est apparemment une businesswoman impitoyable. Mais elle intervient peu. Celui qui servira de porte-parole des méchants, c'est le professeur Lecomte. Et Lecomte est plus désagréable que méchant. Nous avons déjà expliqué quel est le délire du professeur Lecomte. Il recherche une substance miraculeuse, le thorium, dans l'organisme des cétacés, et finit par acquérir la conviction qu'il en trouvera dans celui de la légendaire baleine lumineuse que Scott recherche depuis toujours. Il est méchant au sens où il travaille pour Benex, dont les projets sont d'abord ambigus puis clairement néfastes pour l'humanité, et au sens où il ne proteste pas très longtemps quand ses supérieurs veulent à Scott ses notes sur la piste pour trouver la baleine lumineuse. De plus, il a une attitude austère et déplaisante, mais on n'a aucune raison concrète de penser que ses projets personnels sont maléfiques. Scott et lui sont anciens camarades d'université. Scott a fini par considérer que la véritable biologie s'étudie dans la nature en observant les animaux dans leur milieu de vie. Lecomte dénigre son ancien ami pour ça. Lui, il considère que la vraie science, la science utile à l'humanité, se pratique en laboratoire et en blouse blanche. Plus nuancé que Flipper et Lopaka qui discréditent le scientisme à travers le professeur Chloé qui fait connerie sur connerie par irrespect pour l'environnement, Tico et ses amis montrent que le professeur Lecomte connaît bien la nature et le mode de vie des baleines. Il n'est pas prêt à tout pour parvenir à ses fins, mais il est prêt à abîmer l'environnement si c'est pour trouver de nouveaux remèdes ou de nouvelles sources d'énergie propre qui profiteront à l'ensemble de l'humanité. Pas idiot non plus, il a bien compris que les projets de Benex avec le thorium étaient plus que troubles, mais il considère que s'associer à Benex est une compromission acceptable si c'est le prix à payer pour trouver un remède universel contre toutes les maladies. Pour le faire renoncer à ses projets, ce dont il faut le convaincre, c'est que Benex voudra tout et ne lui laissera rien. Autrement dit, le message écologique de la série est d'une part, bien sûr, qu'il faut respecter la nature et que l'humanité n'a pas le droit d'en disposer à sa guise sous prétexte qu'elle en a la possibilité matérielle, et d'autre part que la fin ne justifie pas les moyens, car au bout du compte, quand on croit que si, on se retrouve avec ni l'un ni l'autre. Comme beaucoup d'œuvres de ce genre, ça dénote d'une vision idéalisée de la nature et d'une perception assez pessimiste du progrès, mais la série refuse d'être complètement manichéenne sur ce sujet, et les arguments qui sont avancés donnent à réfléchir sur des situations du monde réel. Quand on envisage les effets bénéfiques d'une avancée technologique, il faut se demander si les conditions dans lesquelles elle a été réalisée et les motivations pour la mettre en œuvre favorisent ou non ces effets bénéfiques. Toujours est-il que la philosophie de la série sur le rapport entre l'homme et la nature est développée à travers l'opposition entre Scott et le professeur Lecomte, deux scientifiques de la même origine mais radicalement différents. Seulement, à côté de ça, la série donne au professeur Lecomte un fils, Thomas, afin d'avoir un conflit entre un père et son enfant qui doivent se réconcilier. Vous voyez le problème ? Le fait que le différend entre Scott et Lecomte soit aussi central dans l'intrigue principale, combiné au fait que Lecomte n'apparaisse que dans assez peu d'épisodes au final, rend le lien de filiation entre Lecomte et Thomas assez superflu. Et du coup, ce sujet est totalement survolé. Lecomte trimballe son fils avec lui lors de ses expéditions. Comme dit précédemment, Thomas est profondément sédentaire, n'aime guère l'océan et, négligé par son père, passe son temps devant son ordinateur. Les jeux vidéo, oulala que c'est pas bien. Il voit dans les critiques de Hal sur son mode de vie l'occasion de se dégourdir et de prouver sa valeur en développant des compétences de marin. Du coup, il fugue sur le Peperoncino où il est accueilli à bras ouverts. La seule chose qui empêche ça d'être qualifié purement et simplement d'enlèvement, c'est que les héros laissent James en otage à Lecomte en échange. Sauf que, lorsqu'après un premier retour auprès de son père, Thomas fugue à nouveau, cette fois il emmène James avec lui. Donc Scott a bien de la chance que Lecomte ne lui envoie pas la police maritime au derrière. Bref, Thomas rejoint l'équipage du Peperoncino où il devient le petit génie en informatique de la bande qui aide Hal à améliorer le bathyscaphe
et sait se servir d'un GPS quand c'est nécessaire. De plus, il est le deuxième enfant du groupe, ce qui équilibre un peu le cast. Donc en tant que personnage, il ne pose pas de problème. C'est simplement que lors des rares occasions qu'il aurait d'avoir une confrontation avec son père, c'est plutôt Scott qui l'a. Dans celle où le comte devrait logiquement s'inquiéter pour son fils et vice versa, les dialogues nous parlent plutôt de la quête de la baleine lumineuse et du Taurentium, et donc le conflit et la réconciliation finale entre père et fils sont réduits au strict minimum. Je soupçonne que Thomas, ou du moins son lien de parenté avec le comte, soit un ajout tardif à un scénario qui ne le prévoyait pas. Dans les situations impliquant le comte, Thomas a souvent l'air de trop, ce qui est plutôt suspect. D'un autre côté, comme on l'a dit, cet animé manque souvent d'approfondissement. Certains événements clés sont expédiés en quelques secondes, des personnages apparaissent comme s'ils allaient devenir importants puis disparaissent aussitôt, et la mise en scène et les dialogues ne sont pas clairs sur certains détails. À titre d'exemple, dans un épisode, Thomas utilise Audacity pour reproduire le chant de la baleine lumineuse que le Peperoncino vient de capter. Initialement, on ne comprend pas de quoi parlent les personnages lorsqu'ils évoquent ce fameux chant, ni la nécessité d'utiliser un logiciel pour le reproduire artificiellement plutôt que de simplement l'enregistrer et l'émettre. Mais en fait, on finit par comprendre, croire comprendre, que la musique de fond qu'on entend à ce moment-là dans l'épisode n'est pas simplement l'ambiance sonore, mais le chant de la baleine lumineuse, et que les personnages l'entendent aussi. C'est pas du tout clair. Bref, certains aspects sont négligés. Le principal, en tout cas celui que je regrette le plus, est l'arc personnel du personnage de Cheryl, qui n'a pas lieu tout simplement. Cheryl est une jeune étudiante, adulte, malgré son chara-design dont je trouve qu'il fait plus ado qu'autre chose, Et son comportement dont n'importe qui dira qu'il fait pas très mature. qui s'ennuie profondément dans sa vie luxueuse de richissime héritière d'un magnat du pétrole. Passons rapidement sur les péripéties qui y conduisent, elle s'incruste sur le Peperoncino pour y vivre la grande aventure dont elle rêve depuis toujours. Naturellement, même avec un majordome, que malgré le dévouement qu'il lui manifeste, elle n'a aucun scrupule à laisser en otage à Lecomte, la vie sur un bateau implique son lot de travail manuel, qu'il n'a ni les compétences pour effectuer sans faire n'importe quoi, ni le tempérament pour subir sans rouspéter. Cheryl, malgré son attrait plutôt sincère quoique prédateur pour la nature, est égoïste, orgueilleuse, superficielle et insensible. Sa première action dans l'intrigue est d'ordonner à son majordome de jeter par-dessus bord les 3 dragueurs du dimanche qui en ont après la fortune de son père. On s'attend à ce que l'enjeu de sa sous-intrigue soit qu'elle comprenne ce qui compte vraiment dans la vie et qu'elle ressorte plus humble de son aventure avec les héros. Alors, comme on le disait au début, la fonction première d'avoir un personnage de ce genre est de créer une ambiance à la Jules Verne. De plus, Cheryl a beau être une couette-couette, l'esprit de nuance de la série fait qu'elle n'est pas si méchante que ça. Elle est plus bête qu'autre chose. Mais plusieurs éléments donnent à penser qu'elle devrait avoir un arc de rédemption. En plus de ceux qu'on a donnés, n'en citons qu'un. Elle ressemble à la méchante physiquement, en plus d'être elle aussi issue d'un milieu industriel déconnecté de la nature. Ça aurait été intéressant d'avoir un contraste entre les deux. Sauf que non, Cheryl n'a pas de parcours psychologique. Elle conserve les mêmes défauts et les mêmes qualités. L'intrigue évoluant vers des situations où les nouveaux amis de Cheryl, les héros, sont en danger, on la montre fréquemment s'inquiéter pour eux et leur témoigner de l'affection. Si bien que finalement elle joue un rôle tout à fait positif dans le scénario. Mais pas d'une manière qui évoquerait une prise de conscience ou une évolution. L'arc de la série centré sur ses rapports avec son père est palpitant, mais n'est pas l'occasion pour Cheryl de montrer ce qu'elle a appris au contact de l'équipage du Peperoncino. C'est très décevant. Ça l'est d'autant plus que, même si mes souvenirs à ce sujet étaient flous, je me souvenais de Cheryl comme étant la love interest de Scott. Au début de la série, Cheryl est fascinée et intimidée par Scott, et certains éléments pouvaient donner à penser que ça allait se diriger vers une intrigue romantique malgré la différence d'âge de ces deux personnages. Puis au final, on se dit que quand même, elle échange beaucoup de piques avec Hal, ce qui fait penser à de la vérité fausse numéro 2. Après tout, Hal a l'air plus vieux que Scott, mais rien ne prouve formellement qu'il le soit. Au final, l'épisode 31 s'intitule Cheryl et Scott seuls sur une île, et met en scène exactement cet événement. Donc si intention d'intrigue romantique il y a eu, c'est bel et bien entre Cheryl et Scott. Mais ça ne va nulle part, et la fin de la série contient des visions du futur façon X-Men Evolution qui montrent bien que ça n'ira jamais nulle part. Finalement, ce qui sera le plus mémorable avec le personnage de Cheryl, en plus du fait que quand son père veut se réconcilier avec elle, il lui offre un bateau garde-robe, oui vraiment, c'est son majordome, James. Sa dignité et le fait qu'il apporte le thé à heure fixe à des marins qui ont constamment les mains dans le cambouis jusqu'au coude, en fait un très bon ressort comique. Mais en plus de ça, la série a quand même pris la peine de lui donner une personnalité propre et d'approfondir sa relation avec Cheryl et avec la famille Melville qu'il sert depuis 30 ans. Vous l'avez compris, bien que la série n'ait pas du tout le degré d'approfondissement d'un Scooby-Doo mystère associé pour ce qui est du scénario principal et des relations entre personnages, elle reste tout à fait bien construite et convaincante. Elle propose des aventures intéressantes et diversifiées, et n'est pas avare de situations touchantes et émouvantes. Elle suscite peu d'attentes, donc même si certaines sont déçues, c'est une série qui dans l'ensemble sait tirer profit de sa modestie pour surprendre quand elle en a besoin. Cette modestie elle-même est paradoxale. Le scénario et les péripéties sont simples, mais la série se permet quand même une grande scène d'action finale et un épilogue mystique d'un genre qu'on s'attend plutôt, comme on l'a dit, à trouver en science-fiction. Style Il était une fois l'espace. Les graphismes sont très basiques, mais la bande-son, quoique classique, est étrangement élaborée et marquante. Par contre, le générique français, chanté par Dorothée, n'est vraiment pas un de ses meilleurs. Tico et ses amis, une orque, une petite fille. Un beau jour,
Je comprends vraiment pas ce que tu lui reproches. La mélodie, l'interprétation et le texte sont assez typiques de ce qui se faisait à l'époque du Club d'eau. Chose étrange, comme dit précédemment, les paroles spoilent que Tico est une femelle, ce qui prouve qu'elles ont été écrites en connaissance du contenu de la série. Ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les génériques français d'animés japonais des années 80-90. Mais à côté de ça, je sais pas du tout où ils ont vu que le bateau des héros est blanc. Nanami n'a que 11 ans. Elle habite un bateau blanc. Si dans les animés japonais une rousse peut ressembler comme 2 gouttes d'eau à sa mère brune, je veux bien qu'un chalutier orange soit abstraitement blanc comme le proverbial cheval blanc d'Henri IV. Peu importe. Avec ses 39 épisodes, Tico et ses amis est une série agréable à suivre, qui propose une intrigue principale simple, entrecoupée d'anecdotes du jour suffisamment nombreuses pour offrir de la variété, sans pour autant surcharger l'animé en péripéties inutiles ni trop traîner en longueur. Loin de se reposer sur le gadget de son titre, c'est-à-dire le coup de l'orque apprivoisé, elle met en scène des personnages plutôt basiques, mais tout de même mémorables, avec un conflit central entre adultes traité sérieusement, mais aussi un personnage principal qui parvient à combiner un petit côté Marissou lui permettant d'être une héroïne d'action, avec des enjeux et des conflits personnels qui donnent de la profondeur à la série et du poids aux aventures vécues par les héros, dont on garde des souvenirs durables longtemps après le visionnage de la série. Pour sa bonne facture et ses bonnes idées, Tico et ses amis méritent qu'on s'en souvienne. Tico et ses amis. L'histoire d'une amitié qui, malgré les pièges de la vie, à tout jamais va durer. Car bien plus grand que l'océan, il y a le cœur des enfants.